Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité sur le plan africain. Accusé pour crime contre l'humanité, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé comparaissent toujours à la Cour pénale internationale. En Côte d'Ivoire, chaque camp se prononce sur les accusations retenues contre eux. Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Même Gbagbo, même là, je l'ai supporté. Mais à la fin, là, il a été méchant. C'est un criminel, il a tué. Ici, on ne pouvait pas s'asseoir à cause de corps. Même ici, là, il y avait plein de corps ici comme ça. C'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils sont en train de nier. Il a donné ordre de tuer. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'incriminer un innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu des preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait se courter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour le pourfendeur des prévenus, comme pour leurs partisans, le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Actualité sur le plan international. Après sa défaite lundi soir dans l'Iowa, le milliardaire américain Donald Trump accuse son rival républicain Ted Cruz de lui avoir volé sa victoire. Il estime qu'il y a complot. Mauvais perdant ou victime d'un véritable coup tordu, après sa défaite cinglante lundi soir dans l'Iowa, le milliardaire américain Donald Trump contre-attaque et accuse carrément Ted Cruz, son rival républicain, de lui avoir volé sa victoire. À 6 jours du prochain vote dans le New Hampshire, le candidat à la primaire présidentielle américaine crie carrément au complot. En réalité, je pense que je suis arrivé le premier. Parce que si vous jetez un coup d'œil, ok, vous avez compris. Oh, la fraude électorale. Vous savez, ces politiciens sont brutaux. Ils sont brutaux, ce sont des tricheurs, des malhonnêtes. C'est pour cela que je fais tout cela. C'est une des raisons. Trump accuse Ted Cruz d'avoir annoncé juste avant le vote de l'Iowa qu'un autre candidat s'était retiré de la compétition, ce qui était faux. Le vainqueur de l'Iowa a rapidement démenti. Chaque matin, je me réveille et je ris en lisant les derniers tweets de Donald Trump, parce qu'il est en train de craquer. Vous savez, nous avons besoin d'un vrai commandant en chef et pas d'un Twitter en chef. Nous avons besoin de quelqu'un avec un jugement, un tempérament pour assurer la sécurité de ce pays. Quel sera l'impact de cette polémique d'ici le prochain vote? Pour les experts, Trump fait de la diversion pour masquer sa défaite, mais gare aux outsiders, un autre républicain se tient en embuscade. Marc Rubio, le jeune sénateur de Floride, n'a pas dit son dernier mot. Santé dans cette édition, l'épidémie de Zika relance le débat sur l'avortement au Brésil. Ce pays est le plus touché par cette maladie et à quelques mois du Jeu olympique de Rio, plusieurs décisions risquent de s'imposer. Le Brésil face à un cas de conscience. Faut-il permettre l'avortement en cas de microcéphalie du fœtus, une des conséquences du virus Zika? C'est en tout cas la question que pose l'ANIS, un groupe de chercheurs, d'avocats et d'activistes brésiliens qui a annoncé son intention de saisir dans moins de 2 mois la Cour suprême. Notre demande à la Cour suprême ne résoudra pas le problème de l'avortement au Brésil. Nous parlons dans un contexte d'épidémie, de souffrance mentale imposée à des femmes à cause de l'incertitude qui découle de la continuation d'une grossesse avec des conséquences inconnues dues à l'épidémie Zika. Malgré le danger pour l'enfant, la demande n'est pas sûre d'aboutir.
Le Brésil, comme d'autres pays d'Amérique latine, interdit l'avortement sauf en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou d'anencéphalie, c'est-à-dire l'absence partielle ou totale de cerveau chez le nourrisson. Très critiquée depuis le début de la crise, la présidente Dilma Rousseff s'est exprimée. Tout sera fait, dit-elle, pour protéger les enfants et les familles. Nous ferons tout, absolument tout, pour soutenir les enfants atteints de microcéphalie et leurs familles. Nous mobilisons notre système de santé, nos cliniques et toutes les ressources nécessaires pour aider les malades. Dilma Rousseff a par ailleurs appelé les Brésiliens à mener une véritable bataille contre les moustiques. Depuis avril 2015, plus d'1,5 million de Brésiliens ont contracté le virus et plus de 3400 cas probables de microcéphalie sont en cours d'examen. L'urgence pour le pays et la communauté internationale est de trouver un vaccin avant les Jeux Olympiques d'août prochain et ainsi éviter une épidémie mondiale. L'actualité, c'est aussi la Syrie. Appuyée par l'aviation russe, l'armée syrienne et ses alliés ont coupé la route d'approvisionnement des rebelles du nord d'Alep. Dans le même temps, à Genève, les négociations de paix ont été reportées au 25 février prochain. 320 frappes, un déluge de bombes russes. Dans ces gravats, les sauveteurs tentent de retrouver les survivants d'une famille décimée par cette guerre interminable. La ville d'Anadan a subi aujourd'hui plus de 10 frappes aériennes russes. Dans une de ces frappes, 2 hommes ont perdu la vie et 3 autres ont été extirpés vivants des décombres. Si vous aviez une conscience, vous ne frapperiez pas ces maisons. Vous iriez vous battre contre Daesh sur le front. Pour l'instant, comme le montrent ces images de l'armée syrienne, ce sont les hommes de Bachar el-Assad qui reprennent petit à petit le contrôle de plusieurs villages autour d'Alep. Aidés par les bombardements de Moscou qui, malgré les critiques des Occidentaux, n'a pas l'intention de stopper ces opérations et renvoie la balle aux Américains. L'opération de la coalition internationale dirigée par les États-Unis est devenue beaucoup plus efficace. Le seul problème, c'est que nous sommes toujours confrontés au manque de légitimité de l'opération de la coalition dans l'espace aérien syrien. À Genève, les négociations de paix s'enlisent avant même d'avoir débuté. L'opposition syrienne refusant d'entamer des pourparlers tant que les massacres à Alep continuent. La délégation envoyée par Damas se trouvant ainsi en position de force face à une opposition syrienne désunie, malgré les efforts de l'ONU et de son représentant Staffan Mistura. Le problème ne vient pas de Mistura. Le problème, c'est ce régime criminel qui décime les enfants et la Russie qui soutient toujours ces criminels. Pas de quoi être optimiste quant à un début de négociation au Palais des Nations à Genève. Elles ont été officiellement interrompues jusqu'à la fin de ce mois. En Allemagne, plus d'un mois après la nuit du Nouvel An, marquée par de nombreuses agressions sexuelles, Cologne a prévu de déployer d'importants moyens sécuritaires pour la tenue de son carnaval qui débute ce jeudi. Une manifestation sera consacrée aux femmes. Angela Merkel, icône indéboulonnable du carnaval de Cologne. À ses côtés, Poutine, Kim Jong-un ou Bachar el-Assad. Un carnaval très féru d'actualité et de politique. Mais cette année, la fête sera symbolisée par Mutterköln, la mère Cologne, incarnation habituellement joyeuse de la ville, mais qui pour l'occasion pleure. Car la peur règne. Depuis la nuit de Nouvel An, où sur cette même place, des centaines de femmes ont été agressées, parfois sexuellement. Alors le mot d'ordre est vigilance. Les festivités de rue vont commencer avec le carnaval des femmes. La ville a mis en place ici un endroit qui est un refuge pour les femmes qui se sentent agressées sexuellement et où elles peuvent trouver aide et sécurité. Je pense qu'il y a des consignes importantes à suivre, comme les femmes qui ne devraient pas sortir seules. Et même si elles sortent en groupe, les gens peuvent se perdre ou se séparer. Ils doivent toujours se mettre d'accord sur une heure de rencontre et rester en contact. 1,5 million de visiteurs sont attendus, 2500 policiers sillonneront les rues. Le budget sécurité a été multiplié par 3. Rien n'indique des menaces précises de débordement ou même d'attentats. Mais l'ancien chef de la police a dû démissionner suite à la nuit de la Saint-Sylvestre. Son remplaçant veut cadrer toute forme de violence et se donne les moyens.
Certains de nos collègues portent les caméras de corps que nous utilisons ici depuis vendredi. C'est un appareil photo de corps mobile qui est directement attaché à un gilet spécial et qui peut être activé à certains moments. Il ne comptabilise pas tous les temps, mais c'est uniquement mis en marche si une situation dangereuse ou un délit se produit afin de l'enregistrer. Des consignes ont aussi été suggérées en matière de costumes pour éviter les fautes de goût ou les amalgames, habits de djihadistes et fausses armes déconseillées. Pour stopper le flux migratoire, les polices de 5 pays mettent au point un formulaire d'enregistrement commun. Cette décision intervient après une réunion entre ces pays hier dans l'ex-République yougoslave de Macédonie. Alors que plusieurs pays de l'Union européenne envisagent l'édification de nouvelles barrières physiques pour stopper le flux incessant de migrants, les directeurs des services de police de 5 pays, dont l'Autriche, la Croatie et la Serbie, se sont réunis mercredi à Skopje dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, avec un objectif: renforcer la coordination des contrôles de police entre tous les pays de transit. Ce dont nous avons besoin, explique le chef de la police macédonienne, c'est d'un document standardisé pour les migrants. Et nous nous sommes mis d'accord sur ce que doit contenir ce document qui doit provenir des pays d'accueil des migrants. Ni l'Allemagne, principal pays de destination, ni la Grèce, principal point d'entrée des demandeurs d'asile, n'étaient à la table des discussions, mais l'idée est bien d'échanger en temps réel des informations entre tous les services de police concernés afin de savoir si les réfugiés pourront ou non se rendre en Autriche ou en Allemagne. Depuis le début de l'année, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ont franchi les frontières macédoniennes. Dernier élément de cette édition, le cargo Modern Express est finalement rentré hier au port de Bilbao en Espagne. Sauvé, ce navire de 164 mètres de long devait se voir échouer sur les côtes françaises. Lentement mais sûrement, le Modern Express est rentré au port ce mercredi. En détresse depuis la fin janvier, le cargo géant revient de loin. Déstabilisé par une cargaison sans doute mal arrimée, le cargo de 164 mètres de long, qui devait se rendre au Havre en France, menaçait de sombrer en mer, voire de s'échouer sur les côtes françaises. Il est désormais en lieu sûr. Remorqué, le navire qui battait pavillon panaméen a été finalement tracté jusqu'au port de Bilbao, dans le nord de l'Espagne. Une étape décisive mais pas définitive. Il va maintenant falloir vérifier l'état du bateau. À l'issue de cette inspection, le navire pourrait faire l'objet d'une opération de relevage afin d'en extraire sa cargaison en toute sécurité. Mais ces opérations de levage pourraient prendre encore des semaines. C'est une société néerlandaise qui a procédé au sauvetage du Modern Express. Encore une belle réussite à son palmarès pour cette entreprise spécialisée. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.